quand ils viennent chez nous, parce qu'on ne croit jamais qu'ils vont venir. Moi, tu vois, ils viennent les Australiens ici. Moi, j'irai pas acheter un kangourou là-bas. Il faudrait vraiment pour me faire déplacer là-bas. Et moi, je vois qu'ils viennent pour 2 palettes se déplacer chez nous. Et quand ils viennent chez nous, putain, il dit, je pensais que c'était comme ça chez toi, mais j'aurais pas cru. Tu vois, ils croient qu'on leur raconte une histoire de con. Il dit, ça c'est ta vie, je le sais, elle est labourée, elle est enherbée. Les Canadiens, ils étaient trop heureux, ils étaient fous. En fait, ils étaient plus fous. Nous aussi. Mais nous, on y était avant. Regarde, tu vois la chapelle de Brouilly là-bas. On est à la Beaujolloise, là, sur le stand en plein cœur du salon des BBB, où ici on accueille donc Rabatis, la Beaujolloise et les Beaujolais All Wines. Alors c'est un magnifique château, il s'appelle comment le château? Château des Rabatis. Château des Rabatis. Ouais. Ouais. Et ça, j'ai lu tout à l'heure en rentrant que ça appartenait à l'Institut Pasteur. Ouais. En 1937, ça a été fait un don à l'Institut Pasteur, par les propriétaires du domaine, puisqu'il y a le château, mais également il y a une belle propriété viticole. Ouais, non, on regarde un bout de vigne derrière. Tu crois que tu peux l'avoir, le petit village Clochemerle là? Là, ouais, on le voit, là, on le voit. Ouais. Petit Clochemerle. Super. C'est toujours magnifique, un clocher qui est dominé par les collines. Ouais. Ah, puis c'est vraiment l'image d'Épinal, de Clochemerle. Ouais. On est en plein dedans. Avec les Beaujolais. Ouais. Là c'est où on passe ou on se retourne. C'est comme vous voulez. Je suis dans le domaine Joubert en face. Un petit château, et puis le domaine Joubert là en bas. Ah oui. Je fréquente depuis 42 ans. 42 ans. 42 ans cette année. Je suis tombé dedans quand j'étais jeune. Alors Dans le domaine Joubert et dans le Beaujolais. on est au BBB. Ouais. Viens boire en Beaujolais. Bien boire en Beaujolais. Ça, ils savent faire, je crois. Tiens, une noune. Combien, toi? Hein? Putain, on voit la bouteille bien demi d'avant qu'on arrive au bout. Il y a Ludo avec sa caméra et le noun, le pote de Marcel. Le bon, là, des combes, le noun. Ouais. Attends. Allez, faut. On trouve un endroit où on peut s'asseoir. Ouais. On va se mettre au soleil, on va plisser un peu des yeux, puis on va se mettre le paysage dans le dos là. On va s'asseoir sur la pierre là. Allez. Ouais, là regarde, il y a la butte en face, c'est super beau. Voilà. Et puis on regarde si on nous voit dans l'histoire. Bon, on nous voit, disons, c'est Ah impeccable. bah regarde donc. Hein, Je tiens dans le truc. Hein? Je tiens dans un petit truc comme ça. Ouais, tu te rends compte? Rentre le ventre, sinon je pourrais pas fermer l'album, il disait. Alors, puis on va montrer la bouteille. Brouilly 2013, on boit. Gilles Paris, je suis viticulteur donc, sur la commune de Chiroube et je vinifie également des vignes sur Fleury et Morgon. Donc Jacques Lemoine, je suis journaliste en Belgique, je suis journaliste également en France. J'étais engagé il y a une quinzaine d'années, donc début des années 2001, par le guide du routard pour la promotion de l'Alsace, parce que j'avais écrit des guides spécifiques sur l'Alsace, énologie, gastronomie Alsace, et ils m'ont demandé de faire le même type de travail sur le Beaujolais. Donc c'est à ce moment-là que je m'étais déjà pris avant ça au jeu en passant ce diplôme d'énologue, et voilà, je continue d'essayer de promouvoir cette région, je viens le plus souvent possible, et on débouche actuellement sur un projet de bouquin, l'histoire et la mémoire des vins du Beaujolais, parce que je pense et je continue de penser qu'ils doivent être défendus. Alors, on t'appelle le Noun, hein? Ouais, c'est ça. Et pourquoi on t'appelle le Noun? Ben écoute, ça fait 51 ans que ça dure. C'est ma mère qui m'a baptisé comme ça. Et puis c'est resté, c'est devenu le surnom pour les copains. Et puis voilà, ça m'a plus quitté. Alors ton vrai nom, enfin le nom qu'on trouve sur tes bouteilles? C'est Georges Descombes. Georges Descombes. Ouais. C'est l'ancienne Beaujolloise, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est les héritiers, là, ils sont tous en train de se réunir. C'est un événement qui est parti au départ, c'était le off des rendez-vous de Beaujolais qui avait été fait par l'interprofession. Et après, on a toujours eu un off. Quand il y a un beau salon, il y a toujours un off. Donc après, les rendez-vous de Beaujolais se sont arrêtés par manque de candidats, mais les offs sont restés. Et c'est vrai, moi ça fait 8 ans que je participe, alors j'étais aux prémices de la Beaujolloise. Et après on a fait la biojolaise parce qu'il y avait les bio qui étaient à côté de nous et on ne pouvait pas tous accueillir tout le monde dans le même lieu. Et après ça fait des petits, c'était Beaujolard, c'était Beaujolloine, c'était Gamay Chic. Et c'est là qu'on a décidé aussi de créer une association qui s'appelle BBB pour essayer de regrouper tout ça en une association. Mais tout le monde a le droit de vivre au sein des BBB. Qu'on soit les plus bio, les plus
techniques, les conventionnels, tout ce qu'on veut. Tolérance. Tout le monde a le droit de faire exposer son vin, d'expliquer son travail. Et le seul truc qui nous réunit, c'est le gamay. C'est une belle reconstruction ce qu'ils sont en train de faire. Que des vignerons, en dehors de l'interprofession. Donc c'est une grosse manifestation, mais l'interprofession est volontairement, pas méchamment, mais volontairement tenue à l'écart. Et c'est les vignerons qui reprennent leur destin en main, parce que bon, l'histoire, on ne va pas la refaire, l'histoire de Beaujolais, tout le monde la connaît. Hein. Une étude qui avait été faite il y a une quinzaine d'années disait que c'est la marque de vin tout confondu la plus connue au monde. Qu'on demandait si c'était un nom de vin, ils disaient Beaujolais dans le monde entier. C'est incroyable. Mais par contre, ça n'a jamais servi vraiment la région, aux vignerons. Et puis avec ce Beaujolais nouveau qui était après-guerre a été quelque chose. Enfin, le vin nouveau, une belle idée. On a tous envie d'attaquer l'automne avec des châtaignes, des champignons, et enfin tout jeune. Mais après, dans la refait de boissons industrielles comme ici, c'était une catastrophe. Ils récupèrent tout ça. Puis l'esprit vigneron aussi, Beaujolais est très très fort. Alors moi je suis vigneron, oui, depuis pas mal d'années. Je suis tombé dedans tout petit. Hein. Mon père était vigneron, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père. Et donc on est né dans un cep de vigne, pour dire. Le Beaujolais, c'est une passion comme tous les vins. Je pense que la passion des autres vins est venue par la passion du Beaujolais, par le fait d'avoir rencontré Marcel, qui est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel au niveau des vinifications, au niveau humain aussi. Et je crois que si cette rencontre s'était faite dans un autre domaine avec d'autres personnes, je ne serais probablement pas revenu dans le Beaujolais aussi souvent, aussi régulièrement, et en dehors aussi des périodes de vendange. On passe sur notre colline là, et dans cette colline on voit bien la chapelle de Brouillé, et en face il y a le Mont Blanc. Alors des fois on le voit, des fois on le voit pas. Je me sens plus proche aujourd'hui du consommateur qui s'intéresse à ces vins-là, avec une viticulture dingue, un cépage qu'on oublie qui s'appelle le gamay. Mais le gamay, c'est pas. Est-ce qu'il va pas vivre ses heures de gloire? Parce que là, on est en train de vivre l'avènement des vins glougloutes, quoi. Et le gamay, est-ce que c'est pas le cépage idéal pour faire des vins glougloutés? Les anciens disaient que le gamay c'était le plus blanc de tous les rouges. Et quand tu regardes les vieux menus avec une organisation protocole, avec les blancs, les rouges, et ben le gamay trouvait toujours sa place. Les corps du Beaujolais arrivaient avant les Bourgognes, et quand on allait, et avant les vins de dessert, généralement on va rarement Bordeaux avec tout ça, mais dans la région ils avaient une vraie place, et ils reviennent à leur place. Alors c'est vrai que c'est très facile, mais facile, moi je dis facile comme tu sais quand t'es doué, quoi. C'est pas de la facilité, aller au plus simple. Le gamay il est doué, c'est un cépage fin qui, quand tu fais pas grand chose, il te donne quand même énormément. C'est incroyable, les macérations courtes, enfin ce qu'avait mis en pratique Chauvet, je veux dire, c'est incroyable, quoi. C'est d'aller chercher en laissant l'homme faire le peu de choses, il arrivait à faire vraiment énormément de sortir beaucoup de délicatesse. Ouais. C'est un vin qui peut tout accompagner, parce qu'on est vraiment sur de la finesse, sur la structure. Alors c'est vrai qu'on essaye de ne pas manger des fois des plats trop généreux qui gâcheraient le fruit du gamay, mais que ce soit sur une viande blanche, sur du poisson, sur une charcuterie, en apéritif, comme ça, pour se désoiffer, parce qu'on a là sur les stands qu'on a et tout, on a des vins qui déçoivent, quoi. On a vrai. Donc voilà, moi je conseille, c'est vrai que si on veut boire, si on veut le manger plutôt sur une viande en sauce, il faut prendre un Beaujolais qui soit plus tannique, qui soit plus cuvé. Mais c'est ça, avec le gamay, on peut faire des bulles, on peut faire des vins très light, on peut faire des vins un peu plus tanniques, on peut tout faire avec le gamay. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire, il n'y a pas de généralité. Voilà, il suffit de trouver son bonheur et son plaisir. Et après, la particularité, nous on travaille en vin nature. Alors nature, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire quand même que pour nous, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que déjà, c'est du vin de raisin. Et on fait du vin qu'avec du raisin, sans intrants. On ne met pas de levure exogène, c'est les levures indigènes uniquement. Tout est vinifié sans soufre, élevé sans soufre, et après on met un peu de soufre à la mise, mais des doses qui restent homéopathiques pour pas faire du mal aux consommateurs. On n'aime pas faire du mal aux gens. Le soufre, ça fait du mal aux consommateurs. Aux consommateurs. C'est la fameuse barre qu'on a au fond. Voilà. On met souvent les Bretons comme les plus gros buveurs.
Moi, en arrivant en Loire, j'avais mis les gens de Loire, mais en fait, c'est quand même les gars du Beaujolais qui boivent le mieux. Alors les gars du Beaujolais, et puis moi je crois que c'est surtout le peuple vigneron qui boit le plus, quel qu'il soit, si on faisait un pays rien que pour eux. Et j'aime entendre dans le bar, ramène une quille. Ça te plaît. Ça, c'est bien. Et c'est pour ça que t'aimes faire les vins de soie? Bah oui, parce que ramène une quille, ça fait plaisir, tu dis. Une bouteille qui va se boire avec plaisir, encore une fois. Hein, voilà, et on aime entendre tout ça, parce que souvent, quand on va dans les bars, nous, on fait chacun notre tournée. Et ça veut dire que si tu te forces une fois, après tu te lavelles toute la journée, la connerie. Hein. Alors il ramène une quille, ça fait plaisir, parce que tout le monde est content d'en boire une. Aujourd'hui, nous, on boit du vin. Et on boit du vin avec nos copains, avec des Marcel Joubert et tout. Voilà, c'est lui qui m'a appris tout ce que je sais. Donc, voilà. Et on fait envie aux jeunes de boire du vin. Et en plus, le produit qu'on fait leur correspond tout à fait, quoi. Ouais. C'est-à-dire que il y a une vraie mode qui est en train d'apparaître des vins, les glouglous, quoi. Voilà. Des vins avec des grands degrés de buvabilité. Ouais, voilà. c'est La ça. buvabilité du vin, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est remarquable, quoi. Et je pense qu'il faut vraiment s'approprier. Après, voilà, le Gamay, c'est pour ça. Pourquoi on aime un Gamay? Le Gamay, parce que c'est light, c'est dans le moment, on le boit, on a plein de sensations, de la longueur en bouche, mais on n'a pas d'amertume. Et après, dès qu'on a posé notre verre qui est vide, on a juste envie qu'il se remplisse pour pouvoir remettre ça à niveau. Bien sûr, avec modération. Le plus important, c'est pas de souffle à la vinif. Parce que le souffle tue les levures indigènes. Parce que les plus fragiles qui donnent les meilleurs arômes, elles sont hyper sensibles. Et si tu mets du soufre au moment de la vinif, donc tu tues ces levures-là, et là, tu n'obtiendras pas le même résultat que si tu n'en mets pas du tout. Mais après, une fois que tu as fait ton vin, qu'il est fait, c'est pas de mettre 15 ou 20 mg de soufre qui vont détruire ce qui a été fait avant. C'est même plus recommandé de faire ça que d'avoir des vins qui partent en vrille. Enfin, bon, après c'est mon avis, chacun fait comme il veut. Mais... L'avantage des vins nature, c'est qu'on n'a pas mal au crâne, et je pense que c'est pour ça que mon adhésion est totale aussi au vin nature, à la biodynamie, au vin bio en général. Pour cette raison-là, je pense que c'est un sain retour à la nature, dans le respect de la nature. Je vinifie tous mes vins sans entrant, c'est-à-dire qu'on met le meilleur du raisin dans une cuve et après on essaye de faire vinifier sans rien mettre dessus. C'est-à-dire qu'on ne filtre pas, on ne met pas de soufre, on ne met pas de sucre et on laisse faire les raisins tranquillement. On surveille pendant toute la vinification pour être sûr que la fermentation se passe bien. Mais vraiment, on essaye d'avoir un produit le plus pur possible dans nos verres. Un millésime qui m'a marqué, c'est 2003. Déjà, c'est parce que c'est l'année glorieuse de naissance de mon fils unique, mon fils, enfant. Et surtout, donc je l'ai observé, tout le monde le connaît, 2003, ce fameux millésime de la canicule. Tu sais, les anciens parlaient de 76, de la sécheresse, nous on a eu 2003. Et donc il y a eu 47 aussi. Donc en tant que dégustateur, je suis arrivé dans des régions où j'ai commencé à goûter beaucoup les vins en primeur à cette période, mars, avril, mai. Et c'est la première année où j'ai vraiment défini un marqueur de la viticulture bio et biodynamique. C'est-à-dire que je goûtais à l'aveugle et je retirais les échantillons, enfin le cache des bouteilles, je regardais, tiens bio. Il y avait une fraîcheur dans ces vins, il y avait une acidité qui avait été maintenue, bien supérieure à la moyenne. Le millésime avait écrasé, à peu près grillé beaucoup, et je parle des historiques bio, hein, des vignes qui étaient vraiment travaillées depuis longtemps, des vignes travaillées, c'était vraiment marquant. Et là, j'ai commencé à croire à quelque chose. Enfin, à croire au sens où je me disais, ils se trompent pas. Ou c'est des gens qu'on moquait beaucoup quand même en 2003, quand même la biodynamie, on leur jetait des pierres quand même. Il y avait il y a des gens qui sont partis, et je te parle pas de ceux qui sont partis dès les années 80 et 90, mais je savais qu'il y a quelque chose qui me plaisait dans ces vins, finis, tout ça, mais entre la parole, entre le discours autour du vin et la vraie réalité que tu ressens au fond de toi, et 2003 pour moi c'était vraiment un tournant. Je me suis dit, il se passe complètement quelque chose de différent dans les vins, en bio et surtout en biodynamie. Tout ce qui est élaboré, c'est à nous, hein, tu ne peux pas te tromper. Moi, ce que j'aime bien, c'est dans les millésimes difficiles, parce que c'est là qu'on fait plus la différence. Les bons millésimes solaires, machin, tout le monde réussit à faire du bon vin, mais c'est les millésimes difficiles qu'il faut faire la différence. Et c'est là que je pense qu'on la fait plus
avec notre savoir et notre façon de travailler, quoi. Moi j'aime bien la vigne, hein. J'aime bien vivre bio, j'aime bien vivre avec la nature, mais j'aime pas le bordel, hein. J'aime pas du bio comme feignant, hein. Ça me plaît pas, hein, le chantier dans les vignes. Et je veux que ça soit nickel, moi autrement je suis dégoûté. Faut que ça soit nickel, droit, tout tiré, tu vois, les fils comme ils sont tirés, tendus, tout propre. Les bambous sur les machins pour pas que les pieds tordent. Tout est fait ici. Hein, et voilà. Et j'aime ça. Autrement, j'aime pas et je suis dégoûté après. Et j'ai pas envie d'y venir. Un vignoble qui est 13 ans en coteau, avec 10 000 pieds hectares, c'est très difficile. On fait juste une maîtrise pour pas avoir une concurrence importante sur la vigne, parce que dans nos sols de granitiques, l'herbe ça marche pas, l'enherbement ça marche pas. Si t'as de l'herbe, la vigne, elle crève. Et ça, c'est des nouvelles vignes aussi qu'on a plantées là récemment et qui vont être plus hautes pour faire des raisins plus aérés, plus faciles à travailler. Les pieds, ils sont hauts. On a plus facile d'accès avec les nouvelles charrues. Et comme d'habitude, elles ont aussi enherbé à bloc. Et les herbes là commencent à nous passer par-dessus la tête. Il faut réagir. Voilà, c'est ça le bio. Hein. On aime la nature, mais il y a un moment, on n'a pas assez mangé de salade et on laisse plein les vignes. Elle pousse celle-là. C'est énorme. Hein. J'aime ce que c'est que celle-là. Voilà, elle pousse bien la vigne un mois d'avance. Hein. Les bourgeons sont sortis forts là. Voilà, on peut vendanger dans les tout premiers jours de septembre. Il y a des cycles. Hein. Le cycle de la vigne, c'est normalement du 1er mai au 15 septembre. Mais là, c'est du 1er avril. Théoriquement, on pourrait vendanger au mois d'août. Ça ne nous plaît pas, hein, mais c'est comme ça. Justine Paris, moi je suis la deuxième des 3 filles. Et puis voilà, quand il faut donner la main de temps en temps, on accompagne papa sur les salons. D'accord. Mais tu travailles pas au domaine? Non, je travaille pas au domaine. D'accord. Ça, c'est des vignes centenaires. C'est des vignes que j'ai héritées de ma grand-mère. Elles sont sur le rocher, elles sont sur la colline de Saburin. C'est des vignes embrouillées. Et c'est des vignes où on fait une cuvée parcellaire. En fait, on a voulu faire un petit scoop pour ma grand-mère. Et il n'y a aucune des filles qui travaille au domaine? Pour l'instant non, mais après on peut voir, parce qu'après c'est quand même des gens qui s'intéressent beaucoup au vin, surtout le style de vin qu'on fait. On fait des vins plaisir, et elles voient le plaisir qu'on a à faire ce métier. Et c'est vrai que l'aînée de mes filles était à Tahiti, donc ça pourrait être difficile de reprendre le domaine, mais mes 2 autres filles sont souvent avec moi sur le domaine quand j'ai besoin d'un coup de main, et elles adorent ça parce qu'elles adorent le produit qu'on fait et de discuter avec nos clients. Voilà, quand on prend du plaisir, on le partage. J'ai repris le domaine donc il y a 1 an effectivement. Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir mon père qui fait la transition avec moi, donc d'avoir, comme on dit, un super stagiaire. J'en ai pris un avec expérience. Quand on est débutant, c'est bien d'avoir un expérimenté avec soi. Donc pour l'instant, on essaye de travailler ensemble pour qu'après, comme il dit, l'oiseau sorte de son nid. Tabrouilly, c'est les premières vignes que j'ai eues parce que j'avais ma grand-mère qui habitait sur Quincier, qui avait des vignes en brouillis. Et c'est les premières vignes que j'ai récupérées parce que mon père les faisait pour ma grand-mère en métayage. Et mon père, quand je suis rentré de l'armée, m'a dit je vais te laisser les brouillis parce que pour moi c'est loin, on est à 10-15 km du domaine. Tu feras les brouillis, puis voilà, ça a démarré comme ça. Il y a mon petit-fils qui arrive aussi, je suis grand-père, j'ai un petit-fils qui a 3 ans. Donc et chaque fois qu'il vient sur le domaine, l'autre jour, on a commencé à lui faire, avec beaucoup de modération, goûter les vins du domaine, et je crois qu'il y a pris beaucoup goût. Ce qui a fait aussi que j'ai repris cette exploitation, parce qu'il y avait une histoire derrière et qu'il y avait quelque chose qu'on avait envie de transmettre, et que le vin, c'est quand même quelque chose de partage, de convivialité, et qu'il faut être fier aussi du produit qu'on peut proposer aux autres. Toi, à l'époque, je me rappelle, quand on travaillait avec mon père, quand j'avais 10 ans, j'étais avec lui à la vigne. On avait un cheval, et le cheval, quand on avait fini de travailler, il se barrait tout seul à l'écurie. On lui disait, allez, tire-toi, t'as fini de travailler. Il descendait tout seul, il rentrait dans sa maison tout seul.
Hein, et nous on continuait à travailler, le cheval il se barrait. Alors cette année c'est un peu spécial parce que c'est vrai qu'en 2016 on a subi des gros orages de grêle et tout, donc on a fait des cuvées en achetant des raisins chez des domaines qui n'avaient pas grêlé. Mais il y a une cuvée dont je suis très très fier, c'est la cuvée Rescapé, où on a suivi toutes les parcelles de Chirouble qui avaient beaucoup grêlé. On a récolté entre 3 et 5 hecto-hectares et on a 25 hectos de ce nectar, on va dire. Et ça va s'appeler le Chirouble Rescapé. Et ça, j'en suis très très fier parce qu'on a mis beaucoup d'ardeur et même mes vendangeurs et tout, beaucoup d'ardeur et de courage pour ramasser, parce que quand vous avez des petites grappes avec 2-3 grumes, il faut vraiment avoir de la persévérance pour pouvoir remplir une cuve. Donc là, on fait une cuvée parcellaire avec ça, qu'on appelle les grès roses, hein, puisque la pierre était rose, ça tombait bien. Voilà. Autrement, après, je fais des morgons. Alors, je fais beaucoup de cuvées sur des parcellaires. Donc pas en 2016 mais sur 2015, donc je récolte des morgons d'Oubi, des fleuris Grand Pré, des fleuris Champagne, mais il ne faut pas le dire trop fort parce que j'ai 2-3 petits soucis avec l'INAO, mais donc on va essayer de les réguler. Et après sur des chiroubles, j'ai des chiroubles qui sont Cercillon, qui sont Fontenelle, qui est un très beau coteau exposé plein sud sur Chirouble. Alors là on est sur le secteur Brouilly et c'est encore un secteur granitique mais avec de la roche friable. C'est la terre de volcan, hein, puisqu'on est dans la région de Clermont-Ferrand, à 100 km près, quoi. Et voilà, c'était les secteurs volcaniques de l'époque. Et donc, on a de la roche qui a été explosée, et donc elle est assez friable. Et les racines de vigne s'enfilent assez bien dedans. Après Morgon, j'ai Doubi. Et Chirouble, j'ai Cercillon, j'ai Fontenelle. Ça fait combien de cuvées tout ça? Alors ça me fait 4-5 cuvées selon les millésimes. Morgon est un terroir de schiste, un terroir maneux, un terroir lourd, avec un goût particulier, hein, et qui ne ressemble pas du tout à ça. Hein. Il n'a pas la même finesse, mais il a un terroir qui plaît aux clients. C'est un terroir lourd, c'est un terroir de vin un peu Bourgogne quand même. Autrement, on a des terrains plus calcaires, comme à la Chapelle de Guinchet et autres. Le vignoble beaujolais est assez dispersé, hein, et montagneux, et il y a quand même des courants de veines de terrain qui sont différents. Le Côte de Brouilly qui nous touche est un granit très lourd. La roche bleue, elle ne casse pas celle-là. Ça fait des vins plus tardifs. Mais bon, c'est sain aussi, c'est bon. Il y a plein de sortes de Beaujolais et le Beaujolais, on peut en faire à la fois un vin souple, croquant, qui peut se boire dans l'année, et à la fois on peut en faire quelque chose qui peut être un grand vin de garde. D'ailleurs, chez certains collègues, on peut boire des vins qui effectivement ont plusieurs années et voir toute la richesse et le potentiel que peut avoir ce cépage. Mais c'est quoi, on peut garder ça à 5 ans, 6 ans? Alors moi j'en ai eu bu des 40 années d'âge qui malgré tout avaient quand même leurs caractéristiques et qui montraient qu'il pouvait y avoir un potentiel qui était quand même extraordinaire. On peut boire des Beaujolais qui ont 40 ans? On peut t'emmener, Ludovic, si tu veux, boire des Beaujolais qui ont 40 ans. Et là, franchement, tu seras très surpris. Et voilà. Allez, là. Ouais, voilà. Voilà. Allez. 66. Ouais, magnifique. Elle avait été cirée, hein. Oui. Voilà. La 66, c'est l'année de mon mariage. Je me suis marié le 30 juillet 66 avec ma femme, qui était du Ménil-sur-Roger. Je me suis marié au Ménil-sur-Roger dans la Marne, dans la Champagne. Et bon, on s'est installé chez nous. Et au mois de septembre, on a eu un peu, à 4h du matin, on a eu la grêle qui a eu le retentissement sur Villiers-Morgon. Voilà, on faisait partie un peu du système météorologique, mais on n'a pas grêlé à 100%, on a grêlé à 50%. On a attendu, on n'a pas vendangé tout de suite, on a attendu pratiquement 3 semaines
que le feuillage qui était resté, que la maturité se fasse et que les baies qui n'étaient pas grêlées se mûrissent comme il faut. Il a fallu vinifier, disons, avec beaucoup de précautions. Et on est arrivé à faire des vins très corrects, malgré tout, très corrects. Pas des grosses quantités, on a fait 40 hectolitres à l'époque. Et j'ai mis ces vins en bouteille, et j'en ai bu une bouteille le 30 juillet dernier, qui était excellente. Ça faisait 50 ans d'âge quand même. Donc, Et c'était donc 1966, appellation Beaujolais Village. Beaujolais Village. Des vins qui avaient subi un peu les avaries de la météo, quoi. Mais en travaillant, en laissant le temps, en laissant la saison se faire, eh bien, en travaillant avec notre environnement, on arrive à faire quand même des choses pas mal du tout. La preuve, c'est que les vins, 50 ans après, étaient formidables. Encore. Donc le Beaujolais, ça se garde, ça vieillit bien. Nos vins à nous, oui, parce qu'on a le terroir, on a la terre, on a le principe de vinification en faisant les vinifications traditionnelles. Donc, ça nous permet d'obtenir des vins très typiques d'appellation. Voilà. Et qui, dans le temps, se gardent parce qu'on a la typicité, on a le terrain argilo-siliceux, quoi. Et on arrive à faire une typicité quand on respecte bien le terroir, on arrive à garder des vins qui sont sur 40 ou 50 ans, qui sont encore du vin. Voilà. Et du coup, on peut se retrouver aujourd'hui, en 2017, assis à une table dans une cave où il y a des vins de plus de 40 ans. Voilà. C'est ça. Voilà, je pourrais même dire de plus de 50 ans. Et faire une dégustation. Et faire une dégustation, verticale de Beaujolais Village de 15 ans, 20 ans là, enfin non, de 40 ans, mais une quinzaine de millésimes différents. Voilà. Formidable. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé avec une convivialité qui est très sympathique. Merci. Je suis content d'avoir des copains qui ont des caves à vin vieux. Ça nous donne une idée du potentiel du Beaujolais qui existe aussi dans ce vignoble. Alors, par contre, nous, comme on ne protège pas tellement les vins, on est des gens qui vendons des vins jaunes et qui avons des vins de plaisir. Moi, je suis arrivé vraiment par hasard. C'était la réponse à une petite annonce parue dans les journaux belges en disant voilà, on cherche des étudiants pour les vendanges. Ça, c'est des vignes que j'ai plantées quand j'étais jeune parce que j'avais de l'appétit, j'étais jeune et je croyais que j'allais être riche en 3 jours. Et que ça, c'est planté dans les années 77, 80. Elles ont 40 ans quand même. Hein, j'ai pas vu passer le temps. Et elles donnent du bon résultat aujourd'hui. Les 3 premiers jours, j'avais un mal de dos atroce et je pensais que j'allais m'arrêter parce que c'était vraiment intenable. Oui, puis on le voit bien ici, hein, les pieds sont très bas, il faut quand même vendanger, il faut se pencher. Hein. Je sais que j'ai écrit un petit mot, un petit commentaire dans un livre d'or chez un viticulteur de la région en disant que Dieu, la terre est basse, mais alors on ne savait pas qu'elle était aussi basse dans le Beaujolais. C'est un coteau, hein, ça se voit, parce que pour rester debout, il faut déjà faut être jeune. La vigne, il faut qu'elle fasse sa place toute seule. Elle est obligée de chercher elle-même dans le terrain pour passer. Mais une vigne, c'est très fort, hein, une vigne. Hein. Ça rentre dans le terrain, ça rentre dans les roches. C'est de la roche volcanique, elle est friable. Hein. C'est du gur, c'est un mélange de gur et de schiste. Et elle a été pulvérisée un peu par les ans de volcans. Et donc maintenant, il nous reste les ruines, on s'en contente. On fait des bons vins là, c'est des terrains maigres, des terrains volcaniques, et beaucoup de roches. On a travaillé au bulldozer pour faire des vignes là. Donc ici on est dans la cave à vin. Ça c'est le dernier carat, parce que c'est l'ordre vérité. Ou c'est bon, ou c'est pas bon.
Hein. Donc on va regarder un peu les cuves. Hein. Le vin, il est dans des plateformes à 6 mètres de profond. On est à 4 mètres enterré déjà, et 2 mètres de vin. Et il reste tranquille, à même température. Et on commence à le laisser là 3 mois. Et après, on le met en élevage dans les foudres. Pour arriver à ça, c'est tout simple. On amène le raisin au quai, il tombe dans les cuves. Pas de manipulation chez nous, pas de pompe, rien du tout. Il tombe dans les cuves, il fermente, il tombe dans les cuves en dessous. Et après, on récupère le breuvage. S'il est bon, on le boit. S'il n'est pas bon, on le vend. Tiens, nous voir un petit verre, on goûte de cuvée de Brouilly 2016, qui devrait être acceptable. On a beaucoup de soucis avec le vin, parce qu'on le fait pour nous, puis finalement, c'est pas nous qui le buvons. C'est grave. Alors voilà, ça c'est des vues d'élevage, il faut quand même le dire, que ça, ils passent tous là-dedans, ou là, pendant 3-4 mois. Ça enlève l'oxygène et le gaz carbonique, et on trouve des vins qui évoluent. Le foudre a beaucoup de contact avec l'air, et donc ça les bonifie et ils évoluent. Dans mes conquets, ils restent calmes, ils restent comme ils sont. Hein, mais là, ils avancent, c'est de l'élevage. Et après, on essaye de faire le meilleur embouteillage possible pour faire le plus d'adeptes et plaisir à nos clients, plaisir à tout le monde. Hein. C'est le but d'un vigneron. Que ma grand-mère, elle avait des vignes centenaires et elle avait aussi un âge, mais ma grand-mère a disparu, mais pas les vignes. Et donc, on a fait une petite cuvée, un petit scoop pour elle, et avec une parcellaire en fait. Et on l'a mis en barrique. Et la nouveauté, c'est que on a laissé 1 mois et demi en vinification, avec un chapeau immergé, les raisins dans le jus en fait, et bien carbonisé, bien macération carbonique pour pas qu'il y ait d'oxydation. Quand on a décuvé, 1 mois et demi après, les raisins, ils étaient mortifiés, il n'y avait plus de jus. On était surpris, on n'a pas besoin de pressoir. Et donc on a fait une cuvée sans pressoir. C'est nouveau, c'est exceptionnel, mais voilà. Et donc on l'a mis en fût. Et cette cuvée-là, on attend beaucoup. On la goûte toujours, tous les jours. On peut toute la boire, hein, pas beaucoup. Je trouve qu'elle dégage un fruit et une fraîcheur exceptionnelle. Elle a de la fraîcheur, de l'activité, du goût et facile à boire. Voilà, c'est un Brouilly, Brouilly Renaissance. On devrait l'embouteiller sous peu, parce que avec le printemps, c'était à l'époque, il va être embouteillé sans filtrage, sans rien. On disait du temps de mon père qu'il fallait que le vin fasse ses pâques. Et on comprenait pas pourquoi il fallait qu'il fasse ses pâques. Mais maintenant je le sais. C'est que avant, ils n'avaient pas de filtre. Tant que l'hiver n'avait pas passé, ils étaient grossiers, lourds et plein d'impuretés dedans. Alors que maintenant, on s'en fout plus, puisque la plupart des gens filtrent le vin. Donc ils n'ont pas besoin d'attendre Pâques. Donc là, on revient à l'ancienne et on dit, on attend que le vin fasse ses Pâques. Et après, on va l'embouteiller et j'espère qu'on se fera tous plaisir ensemble. On va le goûter. Je pense que les vins du Beaujolais méritent d'être défendus. Pourquoi ? Alors, parce que d'abord ils ont été décriés, comme dirait Jean-Pierre Coff, il y a de la merde, mais il n'y a pas que de la merde. Pour moi, il n'y a pas que de la merde dans le Beaujolais. Je pense qu'il en reste encore un petit peu. Et malheureusement, c'est ce qui nuit le plus à l'image du Beaujolais. Mais à côté de ça, quand on voit des vinificateurs comme Marcel et comme d'autres, eh bien, on a des choses exceptionnelles à découvrir et à déguster. Il y a des crus, et pas seulement des crus, mais des Beaujolais villages aussi à redécouvrir dans le Beaujolais. Et je pense que tous les jeunes qui actuellement sont en train de percer, de reprendre des domaines, d'apporter un complément à ce qui se faisait, et ça c'est une phrase que j'aime beaucoup, mais c'est un peu valable dans toutes les régions. On a toujours
fait comme ça. Je pense que ça se passe dans d'autres régions que dans le Beaujolais, malheureusement. On ne se remet pas en question. Et ici, je crois que la remise en question qui arrive dans pas mal de domaines devrait être généralisée parce que ça permettrait sans doute au Beaujolais de s'en sortir beaucoup mieux et de ne pas avoir des arrachages comme on a sur des hectares actuellement. Donc le Beaujolais a de belles années à vivre, peut-être même ses plus belles dans l'avenir. J'en suis persuadé. Et puis il n'y a qu'à regarder le paysage qui est autour de nous. Là, c'est notre Toscane à nous. C'est magnifique. Il va falloir juste peut-être que Lyon se réveille et que Lyon, qui a été longtemps le pays du Beaujolais, qui n'est plus, le redevienne, parce que c'est quand même une grande cité gastronomique. Il y a plein de bons buveurs à Lyon. Et voilà, je pense que la prochaine étape, c'est ça. C'est que Lyon redécouvre ces grands vignerons du Beaujolais. Souvent, quand je me déplace beaucoup, j'ai été président d'Interpro, je me suis beaucoup occupé du vignoble. Et quand les gens critiquent « Ah, le Beaujolais, c'est pas bon », c'était encore, ça m'est l'année passée en Champagne, mais je dis « Mais c'est quand la dernière fois que vous en avez bu ?»« Ah non, mais moi, j'en bois pas. » Ben, je dis « Vous savez, on va d'abord s'occuper de ceux qui en boivent, puis ceux qui en boivent pas, ben, on s'en fout. » Voilà, on va finir par sur ces mots-là. Je te remercie. Ouais, bah de rien, de rien. Merci. Mais je te remercie. Bah écoute, on va aller boire un canon. Bah oui. Il y a le petit vin frais, gouléant, croquant, friand qu'on a envie de boire, même un petit peu plus frais, qui peut-être servir un peu comme un rosé, qu'on pourrait rafraîchir en été, servir comme un rosé, qui va tenir le coup à l'apéro, qui ne sera pas trop fort et trop costaud sur l'apéro. Et puis derrière, il y a tous les crus, et il n'y a pas que les crus, mais il y a tous les crus qui permettent quand même d'aborder les vins du Beaujolais de manière très intéressante, de manière beaucoup plus attractive, je crois, actuellement, et notamment à travers BBB, Bien Boire en Beaujolais, et à travers le travail que font des viticulteurs comme Marcel en biodynamie, en bio et en vin nature. Là, je crois qu'il y a un vrai potentiel. Il faut qu'on en prenne conscience, il faut que les viticulteurs en prennent conscience, mais il faut surtout qu'ils appliquent ces méthodes. Et ça, c'est peut-être le plus gros problème actuellement, c'est que certains ne veulent pas se remettre en question parce que on a toujours fait comme ça. Bah oui, c'est peut-être facile comme slogan, mais par contre, à côté, je pense qu'il faut vraiment qu'ils se remettent en question et qu'ils puissent proposer autre chose au niveau des vins du Beaujolais. Et il y a un potentiel pour le faire, ça j'en suis certain. Un jour, je recevais une grande boîte de Paris. C'était dans les premières années que je commençais à faire des vins nature et bio. J'avais eu la chance de tomber sur une boîte miraculeuse à Paris. Une des plus grosses, Le Grand, elle s'appelait. Et ils faisaient vraiment le bonheur des vins nature avec quelques journalistes qui nous ont défendus, qui défendaient les vins nature et tout ça. Ils disaient que les Beaujolais faisaient pisser la vigne, que les autres, c'était pas des bons, il fallait continuer la méthode Chauvet, il fallait continuer la méthode Lapierre. Et puis alors on était dans la cave, ils descendaient à 12, hein. Leur bureau, ceux qui vendaient le vin, des Japonais qui achetaient chez eux, 12 dans la cave. Un matin, on était en train de déguster, ils étaient anti-tout, anti-soufre, anti-filtre, entre tout. On était en train de déguster dans la cave, et il arrive un vigneron. Un vieux vigneron de métier et tout. Alors, il me dit, Marcel, je viens du laboratoire. Les vins sont colorés cette année, ils sont incroyables. Ils ne craignent pas le soufre. Tu peux mettre 3 grammes. Il n'y a pas de problème. Mon père le grand, il fait le tour de la cave, il dit, monsieur, vous venez de nous dire que le vin ne craint pas le soufre. Mais qu'est-ce que vous pensez de celui qui le boit? D'un seul coup, je dis putain, quelle connerie j'avais raconté. J'anticipe un mouvement de brotard. Dans la viticulture, comment tu te fais une petite fortune dans la vigne? Bah, tu commences avec une grosse. Voilà. Et donc, il y avait une petite Canadienne qui était mignonne comme tout. Et je lui ai dit, tu sais, il paraît que c'est bien, les Canadiennes, il paraît qu'on est bien dans l'hiver. Ah, il a bien chaud, hein, une Canadienne. Elle s'en est rappelée quand elle m'a dit, ouais, je t'en connais ton histoire, hein, ça me fait rire. J'ai mis longtemps à la comprendre. J'ai dit, bah, putain, c'est pourtant pas dur à comprendre, non?
Elle est bonne celle-là. Bon, allez, on est parti chez au blanc là. Dans tous les bars à vin, c'est marqué Happy Ours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est bon. Il est content, l'ours.